Que veut dire concrètement investir dans la défense ou investir dans le secteur de la défense? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Aymeric Gastaldi. Bonjour Aymeric Gastaldi. Bonjour. Vous êtes gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Gilles Constantini. Bonjour Gilles Constantini. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint chez Amplégest. Alors le secteur de la défense est revenu sur le devant de la scène depuis quelques semaines, messieurs, avec l'annonce du plan d'investissement européen donc dans le secteur de la défense et aussi avec l'actualité géopolitique depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que l'annonce du plan d'investissement européen a eu un impact direct sur les marchés financiers et a amené un certain nombre d'investisseurs à se poser la question de et si j'allais investir dans la défense, parce que la thématique a l'air porteuse quelque part en 2025. Et la question que j'ai envie de vous poser, on va commencer avec vous, Aymeric Gastaldi, on va aller directement dans le vif du sujet. Investir dans la défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir dans les quelques entreprises qu'on connaît en France ou en Europe qui potentiellement produisent des armes ou des choses qui servent à la défense, ou c'est plus large que ça? Alors, c'est assez large en fait. L'univers d'investissement dans la défense, quand on regarde au niveau global, c'est entre 80 et 100 valeurs, globalement. D'accord. Alors, il y a assez peu de pure players, il y a assez peu d'entreprises qui fassent 100% de leur chiffre d'affaires dans la défense, mais on peut estimer que lorsqu'il y a plus de 30 ou 40% réalisés dans la défense, l'acteur est légitime pour faire partie de l'univers. D'accord. Après, il y a les 30-40%, c'est à la discrétion de chacun. Il faut aussi que l'activité défense soit elle-même un driver important de la performance du cours de bourse. Donc, par exemple, un Boeing qui fait 30% de la défense, son cours de bourse n'est pas drivé par la défense, c'est drivé par d'autres sujets. Bien sûr. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et puis, il faut essayer d'identifier les entreprises qui ont ces 30-40% minimum de la défense avec un outil industriel de qualité. Donc Boeing, par exemple, n'est pas une entreprise de la défense, si je comprends bien. Même s'il y a une activité qui peut y être liée, c'est pas considéré comme par un investisseur comme une entreprise de la défense. Nous, on ne la considère pas comme telle. D'autres, sans doute, le feront. A contrario, une entreprise qui a une exposition similaire à la défense, qui est Safran, nous, on estime que c'est un acteur de la défense parce qu'ils ont un outil industriel militaire de très, très grande qualité. C'est eux qui font les moteurs M88 à double flux pour le Rafale. Ils font aussi tout un tas d'équipements pour les visions embarquées pour les soldats sur le champ de bataille. Et donc, leur outil industriel est de très, très grande qualité. C'est un vrai élément dans la thèse d'investissement, dans l'accélération de la croissance. Donc, on estime que Safran, typiquement, est un excellent candidat pour les investisseurs qui cherchent une exposition de défense. Mais alors, Safran, c'est un très bon exemple, effectivement, et j'imagine qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des entreprises qui produisent littéralement des machines ou autres qui potentiellement vont servir à des armées, mais simplement une partie d'un avion, d'un Rafale, mais donc stratégique. Et là, du coup, ça rentre dans la thématique de la défense, Aymeric Gastaldi. Mais vous trouverez peu d'entreprises qui font un équipement de A à Z. C'est des chaînes de valeur qui sont très fragmentées. Alors, en bout de chaîne, il y a parfois des grands donneurs d'ordre. On en a aux États-Unis, des Lockheed Martin, etc. Mais on va plutôt essayer de jouer des entreprises qui ont un vrai savoir-faire sur une expertise, une valeur ajoutée, un maillon de la chaîne sur lequel il y a peu de concurrence et beaucoup de marge. Gilles Constantini, c'est ce qu'on essaie de comprendre justement, c'est jusqu'où va cette chaîne. Est-ce que quand on produit de l'acier, on peut être considéré comme valeur de la défense parce que derrière c'est utilisé dans des avions, dans des chars ou autres. Mais tout d'abord, peut-être avant d'aller jusque-là, vous constatez, vous, depuis quelques semaines, que ce sujet pose beaucoup plus de questions côté investisseurs, professionnels, particuliers, épargnants? Oui, alors évidemment, il est évident qu'avec tout le news flow qu'on reçoit toute la journée, c'est devenu un sujet très important pour les investisseurs institutionnels comme pour l'épargnant. Toutefois, ça fait quand même, je regardais les performances sur très long terme des valeurs de défense, ça surperforme les marchés depuis le début des années 90. D'accord. Ah oui, il n'a pas fallu attendre effectivement des annonces politiques pour se rendre compte effectivement que c'était des valeurs qui performaient. Alors, toutefois, il faut quand même avouer que la surperformance des 5 dernières années est absolument spectaculaire. D'accord. C'est vraiment délirant ce qu'on a remarqué, et probablement pour des bonnes raisons, avec des fondamentaux du marché de la défense qui ont significativement accéléré. Mais sur très longue période, le secteur de la défense est porteur. D'accord. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement nouveau. C'est forcément des valeurs industrielles? Pas forcément. Non. Vous pouvez avoir, alors évidemment, généralement, pour le monde des investisseurs, les valeurs de défense sont mélangées à celles de l'aéro. D'accord. On a parlé de Safran, on a parlé de Boeing, et c'est souvent, typiquement, les analystes vont regarder aéro et défense de manière mélangée.
Toutefois, vous pouvez trouver des valeurs dans la cybersécurité, par exemple, alors ça, souvent aux États-Unis ou en Israël, qui vont fournir des logiciels. Et donc là, vous n'êtes plus du tout dans le milieu de l'aéro ou des équipements. Et je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que quand on produit de l'acier, on peut du coup faire partie d'un panel d'investissement, d'un panel de valeurs dans lequel on considère qu'on investit dans la défense? Alors peut-être si 100% de notre production d'acier est dédiée à la production d'accord, donc on reste sur le pourcentage, d'accord. Non, j'aurais tendance à dire que la production d'acier, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, n'est pas réellement liée à la défense. D'accord, même si potentiellement l'activité peut être portée par des commandes en hausse venant de clients qui seraient dans le secteur de la défense, et se dire que indirectement ça peut bénéficier aux fournisseurs. C'est pas directement, on n'investit pas directement sur la thématique défense quand on fait ça. Alors j'ai pas les chiffres en tête, il faudrait regarder en détail la consommation d'acier mondial par type d'activité finale. Je pense pas que la défense représente un pourcentage élevé de la consommation mondiale d'acier. Enfin, non, je suis d'accord. Non, mais je donne un exemple, il y en a d'autres, c'est juste pour comprendre effectivement comment accompagner effectivement cette tendance quand on est investisseur. Oui. Est-ce que c'est forcément aller vers des entreprises très identifiées défense, ou est-ce que ça peut être aller vers des fournisseurs aussi qui bénéficieraient indirectement de ça? Non, je pense qu'il faut avoir un spectre large, il ne faut pas avoir d'a priori. Et quand on a cette démarche-là, le vivier, le gisement d'entreprise est très très large. Dans le cas de l'acier, effectivement, c'est un bon exemple parce que ça montre la limite de la démarche. Comme le disait Gilles, en fait, il est peu probable que l'incrément de demande en acier venant de la défense soit suffisamment important pour déséquilibrer le marché de l'acier au point où les producteurs puissent en bénéficier. Donc à cet égard-là, ce n'est pas un play sur la défense. Voilà. Quand on veut se positionner sur cette thématique défense en 2025, qu'on soit investisseur institutionnel ou particulier, mais peut-être plutôt particulier, et qu'on ait envie d'être investi sur des sociétés européennes uniquement, est-ce que le panel d'investissement est suffisamment large aujourd'hui, Gilles Constantini, pour ne se positionner uniquement en Europe ? Oui, alors effectivement, il y a des véhicules très bien identifiés par les marchés, des actions cotées pour pouvoir, je dirais, si l'on pense que le marché est porteur, toujours bénéficier de cette tendance forte. Alors, il existe aussi des ETF sur ce domaine-là. Des fonds se sont créés sur ce domaine-là. Si on n'a pas envie d'avoir à choisir en tant que particulier individuellement un titre, qu'il s'agisse de Thales, je sais pas, ou d'Assaut Aviation. Donc on peut aujourd'hui trouver pour, je dirais, à peu près tous les investisseurs différentes expositions, que ce soit sur du cycle long, du cycle court, des small caps, des large caps, des françaises. Il n'y a pas que des grandes entreprises du CAC 40, alors on a aussi des small caps. Oui, il y a des small caps, effectivement, en France, mais pas que, il y a aussi en Allemagne, qui sont directement exposés au plan RIARM que les Européens sont en train de mettre en place. Donc qui sont des fournisseurs potentiellement de grandes entreprises ou des producteurs directement qui font plus de 40%, je reviens sur cette définition, de leur activité. Tout à fait. Vous pouvez retrouver des systèmes infrarouges, des systèmes de freinage qui sont utilisés par des grandes entreprises, typiquement dans tout ce qui est communication satellite, pour la défense ou dans les avions, qui sont juste des producteurs peut-être de niche, qui sont donc pas forcément des énormes grosses capitalisations, mais d'entreprises de taille plus modérée. Aymeric Gastaldi, je reste sur ces small caps. Quand on parle de bourse dans une émission de télévision depuis plusieurs années, on entend toujours que les small caps, ça va être leur moment dans quelques mois. Bon, on l'attend toujours. Est-ce que là, si on prend une thématique, et non pas, si on ne parle pas des small caps au sens large, mais qu'on parle d'une thématique, cette thématique défense, est-ce que là, effectivement, depuis le comportement effectivement, de la thématique depuis quelques semaines, il y a évidemment une sélection, mais là, est-ce qu'il y a des small caps défense avec lesquels on peut se dire, tiens, effectivement, là, ça peut être leur moment à elles, pour le coup? C'est clairement le cas déjà. C'est-à-dire que quand on regarde la performance en Europe, notamment du secteur de la défense, c'est plutôt les mid-caps. D'accord. Très, très bien surperformé les large caps. Donc, on peut penser à des entreprises comme Exosens, comme Renk, comme Rheinmetall, comme Hensoldt, notamment en Allemagne, qui ont des parcours assez extraordinaires depuis le début de l'année et bien supérieurs à des parcours que sont ceux des BAE Systems ou Thales, qui sont les large caps de l'univers. Et l'idée, en fait, c'est que c'est des acteurs qui sont plus typés, qui sont plus purs sur la thématique que les large caps qui embarquent souvent une expédition à l'aérocivil ou à des secteurs autres que la défense. Donc oui, sur la défense, le moment des small caps est venu, c'est déjà le cas. La question de savoir est-ce que ça va durer, nous pensons que oui, parce qu'il y a un retard de dépenses qui a été accumulé pendant 15 ou 20 ans par les grands pays de l'OTAN, enfin autant Europe surtout. Oui.
Et ce rattrapage-là, ça veut dire 5, 10, 15% de croissance. 5, 10, 15 ans de croissance à venir. 5, 10, 15 ans de croissance, d'accord. Ok. Oui. Parce que le rattrapage est juste monumental. On estime que juste sur l'OTAN, le retard en dépenses accumulées, c'est 1500 milliards de dollars. D'accord. On ne les comblera pas tous, et pas en 10 ans, et encore moins en 5 ans. Mais on a une visibilité sur la croissance qui est juste monumentale. Donc quand on parle d'un plan européen de 800 milliards de dollars, finalement, c'est pas si énorme que ça, si je comprends bien, par rapport au retard que vous constatez Absolument. sur le secteur. Oui, c'est pas énorme. Alors, on ne comblera pas les 1400 milliards accumulés de retard. Mais vous savez, la défense européenne, grosso modo, c'est 400 milliards d'investissements par an. En passant de 2 à 3% du PIB, on va passer à 600 milliards. Et en fait, sur cette progression, il y a une part qui est disproportionnée côté équipement. Qui vont croître à sûrement x2, voire x3 dans les 5 prochaines années, et notamment les équipements européens. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais l'Europe ne source que 35% de ses équipements en Europe. D'accord. La volonté de la Commission européenne, c'est de passer à 50%. Donc si vous croisez la hausse des dépenses militaires, la hausse de la densité en équipement des dépenses militaires et la montée en puissance des équipements européens, vous avez un marché pour l'équipement européen de défense qui va faire x3 en une dizaine d'années. Donc pour ça, vous jouez les entreprises européennes. Et Gilles Constantini, alors Aymeric Gastaldi vient de répondre à la question que je voulais vous poser, mais je vous la pose quand même, est-ce trop tard quand on voit effectivement ce qui s'est passé sur les marchés et sur la thématique de la défense depuis ces dernières semaines, quand on est investisseur particulier et qu'on se dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une opportunité, mais c'est peut-être trop tard pour moi pour y aller aujourd'hui? Alors, tous les chiffres que Aymeric annonce, c'est vraiment ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'on a une accélération vraiment très très forte des carnets de commandes. Ce que je peux vous dire, par exemple, Rheinmetall, le producteur allemand, ce matin a annoncé qu'il prenait encore 11 milliards de commandes sur le trimestre. Il faut savoir que c'est un groupe qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. Et là, ils prennent 11 milliards de commandes sur un trimestre. D'accord. Ah, oui, donc, oui. il y a une accélération qui est absolument spectaculaire de la demande pour les produits de défense. Et ça, c'est parce qu'on a un besoin vraiment très fort en Europe. Il y a les fondamentaux de se réarmer. Et ça va durer très longtemps. Et c'est vraiment un constat qui est très fort. Donc, aujourd'hui, les cours de bourse, il faut le dire, quand même, anticipent déjà ça d'une certaine manière, ce qui est normal. Les marchés sont plutôt efficients. Donc, on anticipe cette demande. Tout le monde est capable de faire le calcul. Toutefois, il y a encore beaucoup, je dirais, d'upside risk, c'est-à-dire de commandes qui dépassent encore largement les attentes. Ce qu'on peut avoir comme idée en tête, par exemple, c'est que sur le front ukrainien, les Ukrainiens, aujourd'hui, envoient à peu près entre 4 et 7 000 obus par jour de ce qu'on appelle 150 mm, 155 mm. Ça, c'est l'équivalent 7 000 du stock d'inventaire que l'on a en France. D'accord, ok. Et c'est ce qu'on envoie en Ukraine une journée. Donc, si le conflit venait à durer, il va falloir équiper les gens durablement. On a un marché devant nous qui s'est ouvert, qui est absolument gigantesque. Est-ce que c'est anticipé? Probablement un petit peu. Peut-être que demain, si la guerre s'arrête, les cours de bourse vont chuter. Et pour des bonnes raisons. Sur cette thématique, mais il faut avouer que les budgets doivent augmenter. On a un besoin de sécurité en Europe de manière totalement autonome ou un peu plus autonome. Et ça, c'est parti pour durer pour une dizaine d'années. Merci messieurs de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Gilles Constantini, directeur général adjoint d'Amplégest, Aymeric Gastaldi, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à tous les deux. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.